Merci beaucoup Fanny de m'avoir dépanné. Je devais présenter 1 heure avant et on m'a appelé en toute urgence. Il y avait une dalle de béton qui devait couler chez moi. J'ai fait un aller-retour d'1 heure, donc ça a suscité en moi un certain niveau de stress, d'anxiété. Donc je suis dans de parfaites conditions pour vous présenter le thème du jour autour de l'impact psychologique. Là, on va parler plus des maladies respiratoires. Donc, juste vous dire, effectivement, mentionner que j'ai des subventions d'AstraZeneca, mais ça a peu d'impact, vous allez voir sur ce que je vais vous dire aujourd'hui. Avant toute chose, on va parler de malades psychiatriques, on va parler de maladies psychiatriques, on va donc parler des comorbidités psychiatriques. Et avant ça, je trouve que c'est important, en préambule, de faire la distinction entre le malade et la maladie. Donc j'aime bien faire cette distinction, où le malade psychiatrique est effectivement défini comme celui qui a recours à un professionnel pour faire face à sa souffrance, et que c'est donc lié à une plainte. Hein, c'est la plainte qui est à la base de cette consultation, alors que la maladie psychiatrique, c'est en fait une construction intellectuelle, souvent des médecins, qui est destinée tout simplement à mieux communiquer entre eux. D'accord ? Donc le malade psychiatrique est une réalité, la maladie psychiatrique c'est une construction. Donc ça c'est important, vous allez le voir, c'est important de bien l'avoir à l'esprit, en particulier lorsqu'on parle des études de prévalence, parce qu'effectivement dans les études de prévalence on parle essentiellement, sinon uniquement, des maladies. Un petit rappel, vous le savez probablement, mais juste un petit rappel sur les critères diagnostiques pour la dépression. Donc selon le DSM-5, vous le savez, il y a 2 symptômes principaux, humeur dépressive et perte d'intérêt, de plaisir dans les activités de tous les jours. Et puis il y a d'autres symptômes tels que la fatigue, perte d'énergie, changement de poids, etc. Et donc pour poser un diagnostic, alors je suis désolé, le vert on ne le voit pas très bien, mais pour poser un diagnostic de dépression, il faut qu'il y ait au moins un symptôme majeur, donc humeur dépressive ou perte d'intérêt, et puis un total de 5 symptômes pendant au moins 2 semaines, et que c'est un impact clinique significatif au niveau social, professionnel et dans d'autres aires importantes de fonctionnement. J'ai mis en majuscule clinique parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est facile à apprécier pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste, qui n'est pas psychologue. Alors vous allez le voir, c'est quelque chose que je vais essayer de souligner dans ma présentation aujourd'hui, c'est le besoin d'avoir des spécialistes pour justement poser le diagnostic qui soit le plus pertinent cliniquement. Au niveau de l'anxiété, rapidement, donc c'est associé effectivement à un inconfort physique et psychologique. Tous les troubles anxieux partagent les symptômes suivants, peur, inquiétude, évitement. Et effectivement, il y a d'autres symptômes comme la fatigue, l'agitation, etc. Alors, les comorbidités psychiatriques, probablement, vous êtes des spécialistes des maladies respiratoires, vous lisez un certain nombre d'articles, vous savez qu'il y a un intérêt croissant autour de ces questions-là. Juste pour la curiosité, je suis allé sur PubMed et puis je suis allé voir effectivement le nombre d'articles par an depuis les années 40-50. Et donc là, il y a une augmentation exponentielle dans les 10 dernières années. Et je ne sais pas si vous voyez là sur la slide, mais dans la dernière année, bien que l'année ne soit pas terminée, une diminution assez importante malgré tout du nombre d'articles. Alors, j'ai regardé ça rapidement et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut signifier ? À mon avis, ça signifie que de plus en plus, les chercheurs, les cliniciens se posent de plus en plus de questions autour de ça, mais essayent d'y répondre de manière de plus en plus sérieuse et de plus en plus solide méthodologiquement. Et on va le voir, c'est très compliqué de répondre à ces questions-là de manière solide méthodologiquement. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi un petit peu d'études, parce que ça prend un peu plus de temps et des plus gros échantillons. Donc on va juste faire un petit tour de la prévalence. Bon, tout en sachant, je vais vous le dire, que étudier la prévalence en général c'est compliqué parce qu'on a bien souvent un échantillonnage qui n'est pas approprié pour avoir des données qui soient vraiment très utiles. Okay ? On n'a pas nécessairement des échantillons populationnels, donc représentatifs, et c'est très exigeant et c'est très coûteux. Donc c'est rare qu'on ait des bonnes données là-dessus. Quoi qu'il en soit, il y a quand même un certain nombre d'études et de méta-analyses qui ont été faites là-dessus. Alors dans un premier temps dans l'asthme, où on voit qu'effectivement,
grosso modo, si on prend tous les troubles anxieux, on arrive à une prévalence autour de 34. Donc ça, c'est chez des adultes. Et les attaques de panique semblent être le trouble anxieux le plus fréquemment retrouvé. Donc ça, c'est probablement quelque chose aussi que vous retrouvez, vous, quotidiennement dans votre pratique. Une autre étude où cette fois-ci on a comparé des résultats obtenus chez des asthmatiques et des non-asthmatiques. Alors le odds ratio qui est donné, il inclut aussi les comorbidités neurologiques, donc on n'est pas exactement sur les comorbidités psychiatriques, mais quoi qu'il en soit, on est à odds ratio qui est quand même à 1,62. Ici chez les adolescents, donc une autre méta-analyse qui a été faite récemment, avec à gauche la prévalence pour les troubles dépressifs et à droite pour les troubles anxieux. Et on arrive effectivement à des odds ratio qui sont assez élevés, donc un risque de développer une dépression ou l'anxiété, un risque accru chez les patients asthmatiques adolescents. Dans la MPOC, qu'est-ce qu'on trouve? Des choses assez équivalentes. Donc là, cette méta-analyse où à gauche, vous avez dans le groupe MPOC et puis à droite dans le groupe contrôle. Et dans le groupe MPOC, on a une prévalence qui va à peu près de 7% jusqu'à 46% dans l'étude d'Oyanes. Donc là aussi, il y a une grande, vous le verrez souvent lorsqu'on s'intéresse à cette littérature, une grande hétérogénéité au niveau des prévalences. C'est dû à quoi? C'est dû, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport à l'échantillonnage, mais c'est dû aussi à une grande hétérogénéité au niveau des outils pour mesurer et pour essayer d'identifier la présence de ces troubles-là. Et ça a une grande incidence effectivement sur les chances de capturer le phénomène. Et quand ils ont poolé les odds ratio, on arrive à 2,80. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, alors peut-être une dernière étude, non. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'effectivement, on a des prévalences qui sont globalement très élevées comparativement à des populations contrôle, souvent dans les études contrôlées pour l'âge, le sexe, etc. Une autre étude intéressante qui est sortie là très récemment en 2016, où ils ont regardé finalement la proportion des patients MPOC dont les troubles dépressifs duraient. D'accord ? Et ils ont regardé à 3 ans quelle était la proportion des patients qui étaient toujours dépressifs à 3 ans. Et on arrive quand même à un chiffre de 24-25%, donc un quart des patients qui était cliniquement dépressif au baseline et qui, après 3 ans, l'était toujours. Et donc, dans les slides suivantes, ils sont intéressés effectivement à caractériser quel était le profil de ces patients dépressifs dont les symptômes persistaient. Et effectivement, vous ne serez pas surpris de voir que les femmes, les patientes MPOC, sont celles qui effectivement montrent une persistance plus importante des troubles dépressifs. Et là aussi, vous ne serez pas surpris de voir qu'au niveau des comorbidités, là au niveau des accidents vasculaires cérébraux, que le risque était accru pour ceux qui présentaient cette comorbidité-là. Alors au niveau de l'impact, on va décliner ça à différents niveaux. L'impact au niveau de la qualité de vie, l'impact au niveau de l'utilisation des services de soins. Et puis on va aussi regarder un petit peu l'impact au niveau de la mortalité, parce qu'il commence à avoir des données qui sortent là-dessus. Donc sur la qualité de vie, alors la plupart des études ont été faites, donc c'était des études transversales. Okay. Mais donc il y a peu d'études qui ont regardé le lien prospectif qui pouvait exister et voir si le fait d'avoir des troubles dépressifs et ou anxieux était des bons prédicteurs d'une dégradation de la qualité de vie à 1 an par exemple. Okay. Et donc là, il y a une petite méta-analyse qui a été faite, donc petite parce que peu d'études, 3 pour les troubles dépressifs et 2 pour les troubles anxieux. Et on voit, alors là, ils ont pris le coefficient de corrélation, on voit effectivement un semblant de corrélation linéaire positive, donc une relation linéaire positive entre le fait d'avoir un trouble anxieux ou dépressif et le fait d'avoir une dégradation de leur qualité de vie à 1 an. Alors sur l'utilisation des services de soins, la littérature est un petit peu plus riche. Il y a notamment une très très belle étude qui a été faite dans l'asthme récemment,
Donc vous voyez donc 2 groupes asthmatiques, non asthmatiques, autour de 135 000 patients. Donc là, on parle quand même d'échantillons extrêmement importants, en plus avec une très très belle méthodologie. Donc les groupes étaient appariés sur un certain nombre de variables, âge, sexe, revenu moyen dans le quartier, aire où les soins étaient dispensés, la quantité de comorbidité au baseline. Donc une très très belle étude du groupe de Vancouver. Et qu'est-ce qu'il montre? Il montre que donc, vous avez en ordonnée le coût par patient et par an, en dollars canadiens, et puis en bas, en abscisse, les différentes comorbidités. Et on voit donc en gris, en noir, vous avez les hospitalisations, le coût des hospitalisations, en gris clair, les visites ambulatoires, et puis la médication en gris moyen. Et on voit que de très loin, les comorbidités psychiatriques sont donc les comorbidités les plus coûteuses dans l'asthme. Et de très loin, et que ça soit pour la médication, que ça soit pour les visites externes, ou que ça soit pour les hospices. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant et extrêmement aussi convaincant, parce que comme je vous le disais, ce dont souffre beaucoup la littérature sur ces thèmes-là, c'est souvent la faiblesse méthodologique. Et là, on a vraiment une très très belle étude bien montée sur 135 000 patients. Et puis ils ont regardé aussi par groupe d'âge et ils se sont rendus compte que ce phénomène-là, ces coûts accrus, étaient d'autant plus importants chez les patients les plus jeunes, chez les enfants et les adolescents. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant dans la perspective de prévention. Dans la MPOC, donc il y a des méta-analyses qui ont été faites, mais avant ça, je vais vous parler d'une étude aussi récente, donc publiée dans Chest en 2016, où ils ont regardé la probabilité d'être réadmis à l'hôpital dans les 30 jours qui suivent une hospite initiale. Et donc, ils ont pu montrer que, eh bien, pour ceux qui souffraient de dépression ou d'anxiété, la proportion des patients était autour de 20 à 21%, contre 15% pour ceux qui ne présentaient pas ces comorbidités. Et on montait jusqu'à 25% pour ceux qui présentaient à la fois de la dépression et l'anxiété. Et même jusqu'à 30% pour ceux qui présentaient à la fois de la dépression, de l'anxiété et la psychose. Okay, donc là, c'est vraiment, là encore, sur des échantillons qui sont très importants, donc avec des données convaincantes. Un petit ajustement, je pensais l'avoir fait, mais où, là encore, ils ont essayé d'identifier les patients les plus susceptibles d'être réadmis à 30 jours. Et à l'inverse tout à l'heure, là, ce sont les hommes qui semblent être les plus susceptibles d'être réadmis à 30 jours. Et un résultat intéressant, les patients avec un niveau socio-économique bas également étaient plus à risque. Donc ça aussi, c'est une littérature qui est riche, mais c'est une littérature qui suscite de plus en plus d'intérêt aussi. Le niveau socio-économique des patients, c'est un déterminant majeur dans l'utilisation des services de soins. Et quelque chose qui, nous, comme cliniciens, est évidemment difficile à modifier. Et au niveau de la dépression et de l'anxiété, donc tout ça, ce sont des odds ratio ajustés. On a 1,34 pour les dépressions et 1,43 pour l'anxiété. Donc, comme je vous le disais, des méta-analyses faites sur la question des exacerbations. Donc, ça fait un lien avec ce qu'a pu vous dire Fanny. Et dans un travail qu'on a publié en 2012 avec l'équipe de Kim Lavoie et Simon Bacon, on avait pu montrer qu'effectivement la présence, c'était sur un nombre d'études relativement limité, hein, il faut le reconnaître, c'était 9 études, mais malgré tout, on a pu montrer que la probabilité de survenue d'une exacerbation à 1 an, elle était plus forte, donc avec un risque ratio à 1,12 pour la dépression, à 1 point, alors pour l'anxiété en revanche, ce n'était pas le cas. Et lorsque à la fois la dépression et l'anxiété étaient présents, on arrivait à un risque ratio de 1,18. Donc risque accru, mais effectivement reste à être confirmé sur un plus grand nombre d'études et avec des plus gros échantillons. Une autre méta-analyse où là, cette fois-ci, ils ont non seulement inclus dans l'outcome les exacerbations, mais aussi l'incidence le risque d'avoir un diagnostic de MPOC. Okay, donc ils ont poolé les études dans les mêmes analyses, et là, ils ont montré un risque accru de 1,43. Je ne vais pas nécessairement vous parler de tout ça, mais sachez qu'il y a une grosse littérature là-dessus, une littérature qui
tend à croître sur le risque de développer une MPEC ou de développer un asthme chez les patients qui présentent des troubles psychiatriques. Okay. Donc ça aussi, c'est extrêmement intéressant en termes de modèles de prévention. Alors, sur un impact, quelque chose qui est peu étudié jusque-là dans la littérature, quelque chose que j'ai fait dans le cadre de mon travail à Vancouver, c'était sur la perte de productivité au travail. Et donc, je vais vous parler en particulier de l'asthme, parce qu'effectivement, dans l'asthme, la probabilité d'avoir des gens en âge de travailler est plus grande. Mais sachez qu'il y a aussi des choses qui ont été montrées chez les patients MPOC, parce que le diagnostic se fait de plus en plus précocement. Donc, on avait regardé l'interaction entre la détresse psychologique et le contrôle de l'asthme. Okay. Et dans le tableau qui va suivre, vous allez voir, on va regarder le coût marginal qui est associé à la comorbidité dépressive et ou anxieuse, indépendamment de la présence d'un mauvais contrôle de l'asthme. Okay. Donc, vous avez ce tableau. Donc, à gauche, vous avez le niveau de contrôle de l'asthme. Et puis, ici, hop, voilà, à gauche, donc le niveau de contrôle de l'asthme. Et tout en haut, est-ce qu'il y a une détresse ou est-ce qu'il n'y en a pas? D'accord? Et donc, on a regardé l'interaction. Et donc, notre groupe référence, c'était les patients qui n'avaient pas de détresse psychologique et qui avaient un bon contrôle de leur asthme. Je n'ai pas précisé, mais c'était une étude dont l'échantillonnage était aléatoire. Donc là encore, avec des données qui sont plus convaincantes. Et qu'est-ce qu'on a pu montrer? On ne va pas rentrer dans le détail de tous les chiffres qui sont là, mais juste, on a pu montrer que l'excédent, le coût marginal associé à la perte de productivité chez les patients asthmatiques adultes qui présentaient une comorbidité psychiatrique, eh bien, ça représentait 10,6 heures de perte de productivité par semaine. Okay. Et on a estimé ça en prenant en compte évidemment le profil de job de chacun des participants. Ça représentait à peu près 465 $, par semaine. Okay. Si vous ramenez ça à l'année, ça fait à peu près 25 000 $ de perdus sur l'année. Donc là, on arrive à des choses qui sont, d'une certaine façon, un peu alarmistes, parce qu'on se dit, mais mince, finalement, toutes ces comorbidités, est-ce qu'elles sont réellement prises au sérieux? Est-ce que, je ferai un petit sondage à la fin pour savoir combien, par exemple, il y a de psychologues dans vos services. Mais lorsqu'on regarde ces chiffres-là, c'est assez inquiétant, tant l'impact semble majeur, tant pour les patients que d'un point de vue aussi économique. Et il semble que les arguments économiques aient de plus en plus de poids actuellement. Je ne sais pas pourquoi, mais il paraît que ça marche. Impact sur la mortalité, je vous le disais, quelques études qui sont sorties là-dessus. Donc, un groupe là, qui s'est, toujours Atlantis, un groupe australien qui en 2013 a poolé les résultats. Donc, vous voyez globalement un risque accru, même s'il y a une étude là, qui interroge, où finalement la comorbidité serait un facteur protecteur. Ça serait intéressant de voir le profil des comorbidités. Quoi qu'il en soit, il semble que quand même les comorbidités augmentent le risque, malheureusement, le risque de mortalité chez les patients MPOC, avec un risque ratio de 1,83. Une étude qui est sortie récemment sur le risque de suicide oui, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Et une étude scandinave qui s'est intéressée à la question. C'est souvent des études de ce coin du monde parce qu'ils ont une vraie rigueur dans la constitution des registres. Et qu'est-ce qu'ils ont pu montrer? Ils ont pu montrer que, alors en bas vous avez le tableau avec les différents odds ratio, mais en bas vous avez les différents modèles avec les différents ajustements. Et sachez qu'ils ont, alors je ne le vois pas très bien, puis je ne le connais pas par cœur, mais ils ont ajusté pour un grand nombre de variables, le sexe, l'âge, l'histoire, le fait ou non d'avoir une histoire de maladie psychiatrique, les revenus, là où les patients résident, leur citoyenneté, le statut marital. Bon, bref, disons qu'on peut
ces chiffres-là, ces probabilités-là, semblent relativement convaincantes. Et donc, il semble que ce risque soit accru chez les patients donc, présentant une MPOC. Et ce risque-là semble accru encore un peu plus chez les femmes et chez les sujets les plus âgés. Alors, c'est bien d'être alarmiste, mais en même temps, il y a des bonnes raisons de se réjouir, parce qu'il y a une littérature qui est assez intéressante sur la prise en charge de ces comorbidités. Et puis, vous allez le voir, il y a quand même des beaux résultats. Donc, alors, il y a beaucoup de... C'est pas très grand, donc pas facile à lire. Sachez que dans cette méta-analyse, ils ont divisé en 4 catégories les différents traitements. Les thérapies cognitivo-comportementales tout en haut, l'autogestion dans un second temps, les programmes multicomposantes avec du exercise training à l'intérieur, et puis de la relaxation. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On trouve qu'effectivement, les programmes des programmes pluridisciplinaires qui incluent de l'exercice semblent être les programmes les plus efficaces pour améliorer la symptomatologie. Là, on est sur la symptomatologie dépressive. Donc ça, c'est intéressant. Quand je vous parle de programmes pluridisciplinaires incluant l'exercice, je peux imaginer que vous pensez tout de suite au programme de réadaptation. Et effectivement, c'est bien le cas. Et donc, ces programmes de réadaptation semblent particulièrement efficaces pour réduire de manière significative la symptomatologie, donc avec un effect size autour de 0,50. Et lorsqu'on pousse un petit peu plus loin les analyses, lorsqu'on fait des analyses de sous-groupes, les auteurs ont pu montrer que les programmes qui proposent non seulement l'exercice, mais en même temps une intervention psychologique avec un psychologue à l'intérieur, ça se fait dans certains endroits du monde, ça se fait aussi à Montréal, mais je ne sais pas si ça se fait dans vos services, eh bien on arrive à un effect size qui atteint 0,65. Donc on a avec nous des données qui nous encouragent à proposer ce type de programme, en particulier chez les patients qui sont les plus vulnérables, les patients qui présentent ces comorbidités dépressives. Et c'est de loin l'intervention la plus efficace actuellement dans la littérature. Au niveau de l'anxiété, c'est sensiblement la même chose, avec toutefois un effect size qui est un petit peu plus bas, 0,46. Et pareil, lorsqu'on regarde les interventions avec une intervention des techniques psychologiques, eh bien, on arrive à un effect size autour de 0,60. Donc, il y a vraiment des raisons de se réjouir dans la mesure où on arrive à répliquer ce modèle de prise en charge. Et c'est ce que je vous le disais. Globalement, ce n'est pas uniquement le cas ici, c'est le cas en général. Les interventions psychologiques sont rarement proposées dans les programmes de réadaptation. Donc ça, c'est quelque chose qui doit interroger au regard des résultats que l'on peut retrouver là et de l'impact dont on a parlé avant. C'est d'autant plus vrai qu'il y a une étude là alors j'arrive jamais à dire son nom, c'est un Hollandais, c'est Martijn Spruit, qui est quelqu'un de très productif et dans le domaine de la réadaptation et qui a pu montrer que les patients les plus sévères au niveau de la symptomatologie, tant anxieuse que dépressive, étaient parmi les meilleurs répondeurs au programme de réadaptation. Donc il y a vraiment des bonnes raisons d'inclure ces patients-là, non seulement parce que c'est des bons répondeurs en général, et en plus, les programmes de réadaptation semblent particulièrement appropriés pour réduire la symptomatologie. Donc, il y a vraiment des raisons de se réjouir parce qu'au Québec, on a un vrai savoir-faire dans la réadaptation respiratoire. Après, comme je vous le disais, encore faut-il peut-être avoir des interventions plus pointues, plus spécifiques autour des interventions psy. Juste un petit commentaire aussi par rapport aux thérapies cognitivo-comportementales. On trouve des résultats qui ne sont pas nécessairement à la hauteur de ce qu'on trouve dans d'autres maladies. Et ça effectivement, ça questionne. Ça questionne un petit peu, à savoir qu'est-ce qui peut expliquer le fait que ces techniques-là semblent moins efficaces chez nos patients MPOC.
Et un commentaire qui peut être fait, qui a été souligné par les auteurs, c'est le fait que ces techniques-là, cognitivo-comportementales, pour combattre les ruminations et les comportements d'évitement, pourraient ne pas être nécessairement efficaces chez les patients MPOC, dans la mesure où il y a des symptômes réels, récurrents, et où finalement les ruminations seraient particulièrement légitimes dans ce contexte de récurrence de symptômes, et de dyspnée en particulier. Et donc, il y a des traitements qu'on appelle les traitements de troisième vague, troisième génération, centrés sur le processus des pensées plutôt que sur le contenu. Et puis, il y a des données assez intéressantes, notamment dans la dépression, qui semblent nous inciter à vouloir aller vers ce type de techniques psychologiques. Parmi ces techniques-là, le mindfulness, vous en avez entendu parler, hein, la pleine conscience, ça fait aussi partie des choses extrêmement prometteuses dans cette clientèle MPOC. Alors, et le pharmacologique, pour terminer là-dessus. Alors, même si effectivement il y a des études qui semblent montrer que les patients préfèrent les traitements non pharmacaux, hein, donc il y a des méta-analyses qui ont pu le montrer. Et puis il y a l'étude de Johannes qui au travers d'entrevues qui avait laissé entendre ça. Il y a quand même des études qui ont été menées sur un certain nombre d'antidépresseurs. Mais vous allez le voir, donc il y en a quand même 11, ce qui est quand même pas rien. Mais malheureusement, vous allez le voir, on ne peut rien conclure de ces études. Donc à nos collègues du pharmaceutique, je crois qu'il y a des belles opportunités d'études à faire chez les patients MPOC. Je ne parle même pas des patients asthmatiques parce qu'à ma connaissance, il y a uniquement 2 études chez les patients asthmatiques. Mais il y a des très beaux projets à mettre en place. Où effectivement, évidemment, je ne vais pas vous demander de lire ce tableau, mais ce que j'ai entouré en rouge, c'est les N dans chaque étude. Et avec des N comme ça, très honnêtement, on ne peut pas déterminer si ce qui est trouvé, c'est le fruit du hasard ou vraiment le fruit de l'intervention ou du traitement pharmaco qui est proposé. Okay ? Donc là aussi, ça veut dire qu'il y a matière à faire beaucoup de choses dans ce domaine-là. Et en particulier lorsqu'on voit la prévalence si élevée dans la littérature, tant au niveau des patients asthmatiques qu'au niveau des patients MPOC. Donc c'est ce que je dis, donc petit échantillon, faible observance et abandon important dû à des effets secondaires. Donc il y a des très belles choses à faire dans ce domaine-là. Donc j'en arrive à la conclusion. Vous voyez, j'ai été rapide et j'ai pas eu d'alarme, donc c'est parfait. Finalement, c'était peut-être ça la condition. Peut-être. En tout cas, ça marche bien. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Distinguer le malade psychiatrique où la plainte est à l'origine, hein, c'est ce qui caractérise le patient, et c'est une réalité. La plainte est une réalité, et la maladie psychiatrique qui est une construction intellectuelle. Je dis souvent ça parce que on le voit dans la littérature, il y a une tentation d'avoir notamment des marqueurs bio de la dépression et de l'anxiété. Et puis j'en discutais avec un mentor là, à Paris qui fait souvent la blague avec ça et qui explique mais qu'est-ce qu'on ferait si un jour on avait un appareil lambda basé éventuellement sur des marqueurs bio on appuierait dessus et puis eh bien ça marquerait négatif. Okay ? Et puis vous aurez le patient qui viendrait face à vous et puis dit écoutez docteur, je suis vraiment pas bien, ça va vraiment toujours pas, etc., etc. Puis là vous diriez quoi? Vous diriez ah non. C'est pas possible. Moi, mon appareil, il me dit c'est négatif, donc circuler, il n'y a rien à voir. Ou on pourrait effectivement se questionner sur est-ce que, bon, alors évidemment, c'est poussé à l'extrême, mais c'est intéressant d'avoir un peu cette approche-là parce que il ne faut pas oublier que la seule réalité qui existe, c'est la plainte. C'est la plainte, qu'elle soit justifiée, pas justifiée, qu'il y ait des éléments qui concordent et qui viennent donner des éléments qui confortent le clinicien dans sa décision. Mais reste que c'est seul le patient qui est à l'origine de sa plainte. Deuxième élément à retenir, prévalence élevée des troubles anxieux et dépressifs chez les patients asthmatiques et MPOC. Hein, globalement, on va dire 1 sur 3. C'est pas rien, puis on l'a vu.
c'est bien supérieur à ce qu'on retrouve dans des groupes contrôle, à parier sur un grand nombre de variables. Donc là aussi, ça doit vraiment venir nous chercher et vraiment nous sensibiliser à l'importance de le dépister systématiquement et puis de réfléchir à des dispositifs de soins. Ce sont des troubles qui persistent dans le temps. Je faisais référence à une étude là, de Johannes en 2016 qui semble montrer qu'il y a quand même 25%, un quart des patients qui semblent persister à 3 ans. Là aussi, donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et tout de suite. Impact sur les coûts directs médicaux. Et puis, on l'a vu, comorbidités les plus coûteuses dans l'asthme et de loin, parmi toutes les comorbidités, donc avec des arguments convaincants. Hein. Et enfin, des traitements non pharmacaux efficaces. Donc ça, c'est réjouissant. Mais surtout quand elle inclut une intervention avec un psychologue. Donc, alors c'est la question que je voulais vous poser. Dans vos services, quels sont les services où il y a des psychologues dans la salle? 1, 2... Ah, ok. Parfait. Bon, ben, c'est intéressant de voir ça. Et dans les programmes de réadaptation, quels sont les programmes qui proposent un psychologue dans leur programme? 1, 2, 3. Waouh, ok. Bon, donc, ok. On n'en est pas au niveau de pouvoir faire des recommandations par rapport à ça. Mais c'est sûr que dans le diagnostic et dans le choix, dans la spécificité des interventions, moi, je suis converti à cette cause-là. C'est sûr que j'aurais tendance à inciter à ce que des psychologues soient dans l'équipe pluridisciplinaire pour augmenter les chances d'avoir des interventions ciblées. Et notamment, comme je vous disais, avec la problématique où on se rend compte que les thérapies standards psychologiques type TCC ne sont pas nécessairement appropriées pour ces patients-là. Donc, il semble y avoir vraiment un savoir-faire nécessaire par rapport à des populations comme les MPOC et les asthmatiques. Et juste pour finir, où je vais remercier tous les commanditaires qui m'ont permis à la fois, qui m'ont payé le temps pour préparer ce slide, et puis à la fois tous les études que je peux mener actuellement. Merci beaucoup.